Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. La révolution culturelle de 1960 à 1990. Seconde partie. Alors précisément, si le wokisme a une telle influence alors qu'il est aussi minoritaire, est-ce que ce n'est pas parce que au sein des institutions, au sein des médias, des universités, dans les milieux des professeurs, des journalistes, des universitaires, est-ce que le wokisme n'est pas simplement une radicalisation de la posture du gauchisme culturel qui est répandue dans ces milieux-là? Oui, oui, absolument. Je pense tout à fait ça. Simplement, il y a une différence par rapport au gauchisme culturel, j'allais dire, de l'origine. La différence, c'est la façon dont il dénonce et s'adresse à l'État. C'est-à-dire que le gauchisme culturel critiquait beaucoup d'institutions, de normes, de tabous. Il transgressait, mais n'allait pas s'adresser à l'État sous un angle de victimologie, j'allais dire, de victime. La logique de victime ayant des droits, qui est une logique qu'on trouve dans le wokisme, avec les discriminations diverses et variées, revendiquant chacun leur statut de victime et leur statut de droit, vous ne le trouvez pas dans les années 70. C'est ne me libère pas, je m'en charge. Et l'État est vu comme quelque chose de négatif, dans lequel on critique. On peut lui demander des choses, mais ce n'est pas le problème, c'est à nous de nous prendre en main. Et d'autre part, il n'y a pas cette dimension moralisante, et extrêmement puriste. Il y a une logique de pureté dans le wokisme, les éveillés qui veulent absolument extirper le mal, si vous voulez, qui existe chez des gens qui ne se rendent pas compte comment ils participent d'un système de domination, de discrimination. Donc c'est à mon avis, une différence assez importante qui passe par le statut de la victime ayant des droits, d'une certaine façon, et revendiquant et demandant à l'État de punir les méchants, et de les dénoncer publiquement, de les lapider, puisque c'est une forme de lapidation symbolique ou de mort sociale qu'on fait. Alors vous aviez déjà peut-être un peu ça, mais ça ne prenait pas du tout cette tournure. C'était porté par une dynamique qui était transgressive, joyeuse, revendiquant un certain nombre de choses, mais sous une forme très utopique, n'attendant pas que l'État satisfasse vos revendications, mais consistant à vivre autrement par des systèmes d'expérimentation, de modes de vie alternatifs, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est ça pour moi la grande différence des woke. J'y rajouterai un point, c'est un mouvement qui a pas de positivité, parce qu'une fois déconstruit, on n'arrête pas de déconstruire, on dénonce les discriminations, mais pour mettre quoi à la place? Un système qui vous renvoie à vos identités de victimes, si vous voulez, et comment dire, des juxtapositions de victimes discriminées. Alors le problème, c'est comment vous réunissez le tout, à part dans la déconstruction, dans le négatif, mais quel positif vous mettez? Ce qui va donner d'ailleurs des choses assez étonnantes. Par exemple, quel est le plus discriminé des discriminés? C'est-à-dire que quand l'intersectionnalité, quand vous combinez la couleur de peau avec le fait des lesbiennes ou trans, vous voyez, tout ça, et dans le livre, j'ai oublié le nom de l'auteur, à propos de quelqu'un qui s'est infiltré dans le mouvement woke et qui a vu comment ça fonctionnait. Ils avaient des problèmes. Comment organiser, par exemple, une manifestation? Qu'est-ce qu'on va mettre en tête? Alors, est-ce que les juifs, par exemple, où on va les mettre? Et les blancs homosexuels par rapport aux homosexuels noirs, vous voyez? Et le drapeau LGTB+, il y a de plus en plus de couleurs. C'est quelque chose qui est à la fois, qui paraît important par l'écho qu'il a, et quand vous regardez les soubassements à la fois théoriques et les contradictions internes, parce qu'il y a même des courants homosexuels qui critiquent le mouvement LGTB, parce qu'on va favoriser plutôt telle victime plutôt que l'autre. Il y a une espèce de concurrence pour être dans la discrimination ou dans l'intersectionnalité, au centre de l'intersectionnalité discriminante, si j'ose dire. Donc quel est l'avenir de ce mouvement? Je pense qu'on peut en avoir pour un moment, comme on en a eu pour un moment avec le gauchisme après 68, on n'en est pas forcément fini, mais je pense que je ne sais pas ce qu'il en restera d'ici une dizaine d'années, 20 ans ou 30 ans. Et je pense qu'une grande partie de la population est complètement contre. Simplement, l'illusion, quand vous êtes sur les plateaux de télévision, quand vous êtes invité sans arrêt, c'est de vous croire tout puissant.
et de profiter de cette toute-puissance pour tenter de mettre en place une vaste entreprise de rééducation du peuple. Parce qu'on a l'impression Oui. que le peuple est fasciste fondamentalement, puisqu'il est réticent à cet La avant-gardisme. question du gauchisme culturel, c'est là où il y a un lien. C'est que c'est une révolution qui ne passe pas par la prise du pouvoir politique comme telle, mais par un changement radical de civilisation et des mentalités. Par des groupes de pression, par la communication, par la pédagogie. Enfin, la pédagogie, c'est la leçon de morale, hein, tout le temps. Vous voyez ? Mais on va changer radicalement les mentalités. Donc, on va s'attaquer à tout ce qui est encore dans l'esprit des gens, signe de l'ancien monde discriminant. Et on n'en a jamais fini. C'est pour ça qu'on peut parler de révolution culturelle. Donc, c'est la suite émiettée, j'allais dire, de la révolution culturelle post-68 tarde, mais qui en même temps l'a fait basculer vers une nouvelle situation qui n'est pas la même que la dynamique qui a été portée antérieurement par cette révolution. Non, mais peut-être qu'à l'époque, le totalitarisme était une réalité assez tangible. L'URSS existait, le maoïsme aussi, en Chine. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la disparition de ces figures géopolitiques a non pas débouché sur un bilan, évidemment, qui n'a jamais été fait, mais au contraire sur une amnésie et de la possibilité de remettre en place des mécanismes totalitaires, vu que la nouvelle génération qui aujourd'hui, qui porte le wokisme, n'a pas été vaccinée contre ça. Oui, je serais assez d'accord. C'est-à-dire qu'à gauche, la question de l'antitotalitarisme, c'est-à-dire la prise de conscience de ce qu'a été le phénomène totalitaire dans le XXe siècle, n'a pas, été compris fondamentalement par une bonne partie de la gauche. On a zappé, si vous voulez, on a dit, bon, passe à autre chose. Mais il y a eu une gauche antitotalitaire. Moi, si vous voulez, je suis sorti du gauchisme par l'antitotalitarisme. En lisant Claude Lefort d'abord, Castoriadis, mais aussi Raymond Aron, Hannah Arendt, qui était pendant longtemps, avait été considéré comme une critique de droite. Et la gauche avait beaucoup de mal à prendre en compte cette dimension. Alors effectivement, je dirais qu'il y a de Baudresse dans les mécanismes. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on peut catégoriser les woke comme un nouveau totalitarisme ? Moi, je me méfierais de ce concept appliqué au woke. Pourquoi ? Ou appliqué même au gauchisme culturel. Parce que le phénomène totalitaire, il me semble qu'il faut être un peu rigoureux sur ce point, est un phénomène social historique très précis. Il est né après la catastrophe, j'allais dire, de la guerre de 14. Vous voyez naître en quasiment au même moment le communisme, la prise du pouvoir, le léninisme, et vous voyez naître au même moment le nazisme. On pourrait mettre aussi le fascisme mussolinien, qui est un cas à part, ou est-ce qu'il fait partie du totalitarisme ou non, mais ça naît dans ce moment très particulier. D'autre part, on peut essayer de repérer un certain nombre de traits, sans nier la différence du tout entre nazisme, parce qu'il y a quand même la Shoah, l'Holocauste, et la Russie, mais enfin, il y a quand même le goulag aussi. Il y a un certain nombre de traits qui peuvent caractériser le totalitarisme comme type de régime et comme type de société. Quels sont ces principaux traits pour aller très vite ? La place centrale donnée à l'idéologie, mais une idéologie, les grandes idéologies, c'est-à-dire des conceptions globalisantes du monde, qui investit tout, y compris la dimension scientifique, et qui donne un point de vue de certitude. Le marxisme, avec notamment le matérialisme historique, va être interprété de cette façon-là. Ce que Claude Lefort appelait l'idéologie de granit, si vous voulez. D'une part, vous avez donc cette place que vous trouvez dans tous les régimes. Deuxièmement, la place accordée au chef, c'est-à-dire à la hiérarchie et au chef, une hiérarchie stricte et au chef, ce que Claude Lefort appellera l'égocrate, c'est-à-dire autour de sa personne, le poids du parti fasciste, parti communiste, et le fait que l'égocrate, le parti, l'État tendent à se confondre, et l'État lui-même tend à encadrer et envahir l'ensemble de la société. Donc c'est une idéologie, j'allais dire, globalisante et très structurée, un type de régime qui va au-delà des dictatures classiques. Et donc je crois qu'il faut réserver le terme totalitaire à ça. Quand on vous parle, je suis très sceptique, et ça va de la gauche à la droite, nous vivons dans une société totalitaire. Je ne crois pas. Je crois que ce qui nous arrive est lié à une décomposition interne des ressources démocratiques, d'une certaine façon.
et que c'est plus un symptôme qu'une alternative. En ce sens-là, les woke ont bien des aspects de logique de raisonnement, on peut dire totalitaire, c'est certain. Ou proto-totalitaire. Voilà, mais on ne peut pas les caractériser comme un nouveau totalitarisme. C'est quelque chose d'un nouveau phénomène inédit, qui est lié précisément à la révolution culturelle 68 art, dans la dernière décomposition de cette révolution. Mais qu'est-ce qui est en jeu? C'est le tissu, j'allais dire, les ressources culturelles et politiques ont été décomposées. C'est à l'intérieur de cette décomposition, sans alternative. Parce que qu'est-ce qu'était le totalitarisme? Il proposait un projet à la démocratie décadente, d'une certaine façon. Un projet très structuré, avec un parti, un ordre, etc. Vous ne trouvez pas ça dans l'espèce de décomposition que représente le wokisme, si vous voulez. C'est très mobile, d'ailleurs, on a beaucoup de mal à le cerner. J'allais dire, c'est presque très postmoderne. Et par exemple, alors j'entends des concepts comme un totalitarisme, c'est un totalitarisme sans le pouvoir. Mais excusez-moi, ou alors c'est un totalitarisme sans le goulag, parce qu'il y a la terreur, et c'est pas simplement la terreur au sens intellectuel du terme, c'est la terreur au sens physique, le totalitarisme. C'est-à-dire, c'est votre chair qui est concernée, on vient vous arrêter, on vient chez vous, c'est la torture, c'est le goulag. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des analogies en disant la société actuelle, on va vers le totalitarisme, ça me paraît pas sérieux, si vous voulez. Alors je dis pas pour autant qu'il n'y ait pas des logiques totalitaires, de mécanismes de raisonnement totalitaire qui s'apparentent à ça, parce que précisément, on n'a pas vu. Mais le phénomène est inédit et nouveau. Il participe d'un phénomène de la fin de la révolution culturelle de la seconde moitié des années du XXe siècle, et qui s'étire aujourd'hui jusqu'à sa décomposition woke, d'une certaine façon. Par rapport à ça, quand même nuancer, c'est qu'il y a quand même par exemple l'accusation de transphobie qui est par exemple qui n'en finit pas avec l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, où il va y avoir des lois contre l'offense faite aux personnes trans. Il y a une volonté quand même de pousser vers la mort sociale un certain nombre de personnes sur des propos et des censures de plus en plus présentes. Non, mais là, je vous suis tout à fait. Mais la question pour moi, est-ce que pour autant le concept de totalitarisme est adapté à cette réalité? Il y a une mort sociale, je vous suis totalement dessus. La différence, par exemple, c'est que dans si vous voulez, le mouvement totalitaire, qu'il soit communiste ou naziste, ça marche au pas. Ça marche au pas dans la rue. C'est des masses qui marchent au pas selon une hiérarchie, avec des chefs. Or, le wokisme et le gauchisme culturel, c'est dans la foulée. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'idéologie, de grandes idéologies. C'est des bouts d'idéologie. Par contre, ce que vous dites, effectivement, il reste des logiques totalitaires, des modes de raisonnement qui mettent en cause les libertés. Mais c'est pas parce et les mettent en cause, il faut le combattre. C'est fondamental. Mais ça ne justifie pas, à mon sens, d'utiliser le concept totalitaire. Et je pense qu'il est porté à droite comme à gauche, d'ailleurs, ce concept. Il y en a qui disent, au-delà des woke, nous sommes dans une logique totalitaire. Moi, je veux bien. Alors, le politiquement correct, une partie de la droite va dire on est totalitaire. L'autre partie. Je pense que le concept totalitaire, c'est un type de régime et de société très particulier qu'on doit délimiter dans le XXe siècle. Maintenant, je n'ai pas de mots pour dire ce qui est en train de nous arriver. Je pense que ça participe plutôt d'un nihilisme d'affaissement, c'est-à-dire d'une logique de décomposition interne des démocraties qui n'ont plus les ressources pour contrer cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés et qui laissent faire des choses et qui remettent en cause les libertés. Encore une fois, on revient notamment, pourquoi les élites laissent faire ça? Pourquoi? C'est quand même... parce que les élites dites démocratiques, qui sont soi-disant cultivées, il y a une forme de lâcheté, si vous voulez, face à ce courant, à l'université, mais pas simplement à l'université. Et là, il y a un combat à mener pour les libertés. Mais c'est pas pareil de dire c'est un symptôme dangereux qui met en cause les libertés que de dire c'est une alternative à la décadence de la démocratie, comme le totalitarisme le disait, parce que l'alternative, je la vois pas. Je la vois dans la poursuite de la décomposition et l'accélération jusqu'à plus soif de cette décomposition.
Est-ce que vous pensez que la droite est capable de recomposer par un mouvement de balancier historique, de redevenir le parti de l'ordre, justement, une fois passée la crise du wokisme? Ah oui, je pense, oui. Oui, je pense. Enfin, quand on regarde l'histoire de ce qui s'est passé, alors il y a parti de l'ordre, ça ne veut pas dire nécessairement fasciste, etc. Mais quand vous regardez la Révolution française après la période de la Terreur, etc., est arrivé quand même Bonaparte, qui ensuite va donner l'Empire, etc. Parce que les gens en avaient, enfin, la société en avait marre. Ça durait la Révolution, la Terreur, les gens n'en pouvaient plus, si vous voulez. Hein. Donc arrive ce parti qui dit on va remettre de l'ordre, on va terminer la Révolution. Bon, si vous prenez l'autre exemple, évidemment, 1848, avec le socialisme qui est déjà présent, etc., et la répression énorme qui suit, mais aussi, surtout, le parti de l'ordre, qui s'appelle de l'ordre, qui retourne sur les valeurs fondamentales, avec Napoléon III, qui ensuite va se faire élire, qui va être publicité d'une certaine façon, on l'oublie ça, et qui va ramène l'ordre. Les gens ont besoin, c'est ça la grande illusion. Il faut absolument être révolutionnaire. Il faudrait que la société soit tout entière révolutionnaire et militante, si vous voulez, dans le modèle, j'allais dire presque anarchisant. Même chez Castoriadis, je trouve un peu ça, parce que dans une société, si vous voulez, vous avez des gens qui ne sont pas forcément militants révolutionnaires, et ils sont légitimes, après tout. Bon, ça veut dire qu'ils participent à un moment donné aux élections, mais vous avez des gens qui, par contre, vont plus se dévouer que d'autres. Mais on n'est pas... C'est ça où je mettrais une limite sur une illusion, j'allais dire aussi, du gauchisme, qui est une démocratie directe, qui fonctionne, je dirais, un peu sur le mode fusionnel, où les militants sont mobilisés, ce sont une espèce d'avant-garde, et on élargit un peu cette notion d'avant-garde à l'ensemble de la société, comme si une société démocratique devrait être composée que de citoyens militants. Mais ça, c'est pas possible, si vous voulez. Et ça, je pense qu'il y a une grande illusion de cette démocratie directe qui a pesé au sein de la gauche, parce que vous aviez d'un côté le réformisme, et vous aviez toujours l'idée d'une démocratie qui était plus légitime que celle du suffrage universel. Pourquoi ? Parce qu'elle venait d'en bas. Elle venait d'en bas, elle était plus dynamique, et c'était les citoyens, une image du citoyen actif. Donc évidemment, le suffrage universel, c'est lui qui décide, mais enfin, quand même, il y a quelque chose dans la société elle-même qui est plus fondamental. Et je pense que la gauche a eu du mal, si vous voulez, à trancher entre ces deux dimensions-là. Mais d'autant plus que tout ce qu'on vient de décrire est une dynamique d'infantilisation du citoyen, ce qui est absolument incompatible avec l'exercice du pouvoir, que ce soit par assemblée générale ou mandat révocable ou tout ce que l'on veut. Et ce qu'on a vu à gauche des expériences de démocratie directe ont été systématiquement catastrophiques. Dernièrement, je pense à Nuit debout, à Paris et dans quelques grandes villes, et qui a été comment dire, oui, c'est la démocratie. C'est le peuple adolescent, là, vraiment. Là, c'est une vaste blague. Lorsque Castoriadis invoque la démocratie directe, il parle de la Grèce antique, il parle des mouvements de révolution, où il y a eu réellement un peuple qui était mûr, qui était d'abord qui se connaissait lui-même, qui était capable d'autogérer au moins des ateliers, d'autogérer des quartiers, etc. Et on est aujourd'hui très, 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 très loin de ça. Nous sommes aujourd'hui dans une société liquide, une société d'étrangers, voilà, où les gens ne se connaissent plus, ne se parlent plus, ne font plus confiance, plus personne ne fait confiance à personne, où la parole n'a plus aucun sens. Effectivement, dans ce cadre-là, la démocratie directe n'est plus du tout, est une inactualité absolue. Nous sommes d'accord. Et c'est un fanion qui sert à amuser le beau peuple. Il y a un présupposé que moi, avec lequel j'ai rompu, si vous voulez, c'est que je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'idéalisme dans la façon de voir cette démocratie directe. C'est-à-dire que le peuple, c'est un modèle type. Quand il prend, par exemple, pour prendre Castoriadis, la démocratie athénienne, excusez-moi, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai l'impression qu'on projette le modèle de citoyenneté, notamment des Lumières et de la raison, sur la démocratie athénienne. C'est pas simplement que la démocratie athénienne n'impliquait pas, j'allais dire, dans ses rangs, les métèques, les esclaves, enfin ceux qui faisaient pas partie de la cité, les esclaves et les femmes, ce qui était déjà une limite, mais ça on peut le reconnaître. Mais les citoyens eux-mêmes, c'était pas... On essayait de faire venir le maximum de citoyens. Les citoyens n'étaient pas tous
d'emblée prêts à discuter. Bien sûr. On a même mis des mesures pour essayer de les pousser un peu à participer. À la toute fin, effectivement. Et donc, si après la vous guerre du voulez, Péloponnèse, il y a eu un épuisement, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a eu un épuisement absolu de la participation du citoyen. Et qu'est-ce qui reste? Les militants qui, eux, à ce moment-là, représentent le peuple. Bien sûr, et qui fait croire qu'il y a une démocratie directe, et Voilà. que nous recherchons la Ça se démocratie termine directe, toujours comme ça. tout en infantilisant les populations. Mais là, je ne crois pas que ce soit un argument qui discrédite le principe de démocratie directe. C'est-à-dire, c'est un idéal type qui ne correspond plus, à mon avis, si je prends la cité grecque. Moi, si vous voulez, c'est Renan. Il ne faut pas confondre la démocratie des anciens et des modernes. C'est-à-dire que, en plus, la cité englobe tout. Il y a des cérémonies religieuses. On dit il n'y a pas de transcendance, etc. Il y a quand même des rituels avant d'ouvrir l'assemblée qui sont liés aux dieux de la cité, etc. Là, je pense que, c'est-à-dire que Castoriadis a décrit un modèle idéal qui, à mon avis, ne correspond pas tout à fait à la vérité historique. Il a pris ça comme une espèce d'idéal type, si vous voulez, pour moi. Le deuxième moment qui a été très important de cette démocratie directe, c'est ce qui s'est passé en Espagne, par exemple. Et les conseils ouvriers de Budapest. Bon, parce que c'est ça les modèles. Ce qui s'est passé en Espagne et notamment à Barcelone, j'en parle dans mon livre parce que j'ai beaucoup étudié cette question. Effectivement, il y a eu un modèle qui a existé, qui a été porté par enthousiasme et qui s'est cassé la figure. Très et rapidement. là aussi, on trouve des gens qui n'ont pas forcément envie Bien de sûr. participer tout le temps, d'être des citoyens en train de discuter. C'est toujours des noyaux. Et si on façonne une société démocratique sur le modèle de ces noyaux en disant c'est le modèle auquel les citoyens, eh bien on va tomber dans une forme, je dirais, de dictature militante ou de groupe de pression militant. Mais je pense que c'est pire que ça. Je pense que le totalitarisme, là-dessus, Lefort a entièrement raison. Le totalitarisme est basé sur un chantage à la démocratie directe et, vous l'avez dit, le fantasme d'un peuple en fusion en permanence. Vu que c'est une situation qui est impossible, c'est évident que des gens en particulier, donc des militants, vont accaparer le pouvoir au nom du peuple. Oui. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord. C'est pour ça que moi, je me sens démocrate, si vous voulez. Je ne sais pas que je fasse de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie moderne suppose le suffrage universel, avec toutes les limites, on peut y voir beaucoup de choses, etc. Qu'il y ait des dimensions dans la société d'organisation autonome, etc. Mais ne confondons pas tout, c'est-à-dire que, comment vous dire, je pense que la démocratie suppose d'abord, la démocratie moderne, le suffrage universel. Il y a un moment où on participe, il y a des gens qui vont plus s'impliquer dans la politique que d'autres. Et bon, voilà. Et c'est pas pour ça que la démocratie en bas a plus de légitimité. La légitimité vient du suffrage universel principalement. Alors à partir de là, il y a des formes d'organisation collective, d'une part. Il y a l'état de droit, malgré tout, par la Constitution. Alors, on voit aujourd'hui comment ça peut se retourner, ça c'est autre chose. Mais c'est un élément, à mon avis, l'état de droit, le suffrage universel, qui me paraît très important. À partir de là, il peut y avoir des formes de participation démocratique au sein même de la société. J'y rajouterai un point, c'est que la démocratie, pour moi, maintient l'écart entre l'État et la société. C'est un élément très important parce que qu'est-ce que le totalitarisme ? C'est d'une certaine façon la mainmise de l'État qui, j'allais dire, étouffe la société, l'encadre et l'écrase, si vous voulez. Il y a une espèce de fusion entre le parti, l'État et la société. Je dirais même l'égocrate. Mais vous avez de l'autre côté, si je prends le point de vue anarchiste, l'englobement de l'État par la société elle-même. Et ça, c'est une autre forme, et je pense qu'on est beaucoup plus, parce que par rapport à ce que vous disiez du totalitarisme, dans cette forme-là. C'est-à-dire d'une société qui rêve, qui se prend comme l'acteur central, en dehors même de l'élection du suffrage universel, ou qui s'adresse à lui dans une logique où c'est eux véritablement l'authenticité réelle de la démocratie et de la légitimité vient d'eux. Voyez ? Et là, on a les deux versions. On est passé au moment de l'antitotalitarisme et de la faillite des idéologies totalitaires, maoïstes, même léninistes et trotskistes, etc. Quoique Trotsky, c'est encore autre chose, mais encore. Il fait partie du bolchevisme et du léninisme. Donc il fait partie, pour moi, du système totalitaire. Mais on est passé de ça, on l'a bien vu, ça. À un moment donné, tout le monde se disait antitotalitaire. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que dans le renversement qui s'est opéré, la société elle-même s'est considérée comme la seule représentante vis-à-vis de l'État de la démocratie authentique. D'ailleurs, Lefort parle, dans les éléments de critique de la bureaucratie, de démocratie sauvage, qui est la forme la plus authentique de démocratie. Il va évoluer parce qu'ensuite, il va remettre la question de l'État et du droit
dans sa redécouverte de la démocratie. Mais au départ, au moment où il quitte socialisme ou barbarie, vous avez cette notion de démocratie sauvage qui a beaucoup pesé dans le mouvement 68 aussi. Vous voyez, qui était plus authentique que l'élection piège à con. Enfin, ça, c'était le gauchisme extrême. Et auquel Castoriadis s'était opposé. Pardon ? Et auquel Castoriadis s'était opposé. Oui, absolument. Oui. Donc la conception d'une démocratie directe c'est ça de où Castoriadis, je ne trouve pas clair, si vous voulez, parce que sur la question de l'État, il dit qu'il faut distinguer le pouvoir et l'État. L'État a été une forme historique qu'a pris la notion de pouvoir. Toute société ou toute collectivité a besoin. Il se trouve que dans la société moderne ou celle de l'histoire, c'est des États modernes avec, en plus, on pourrait mettre la nation. Or, ces deux points chez Castoriadis restent des points qui me semblent particulièrement aveugles. C'est-à-dire que la reconnaissance de l'État moderne, qui n'est pas simplement le pouvoir que se donnerait une démocratie directe, émanant d'une démocratie directe. Ce qui pose la question de l'État comme élément transcendant et au-dessus de la société. C'est-à-dire l'État où on le pense que la pure et simple émanation directe de la société auto-organisée, d'une certaine façon, mais c'est un mandat impératif. Alors, mandat impératif, comment une collectivité va pouvoir agir ? C'est-à-dire que pour moi, une collectivité politique a besoin d'un point qui transcende, je serais proche de Régis Debray dans ce sens-là, qui transcende, qui place au-dessus pour se considérer avec une même référence à un point transcendant qui délimite la collectivité. Il y a les frontières et il y a la dimension de l'État. Or, chez Castoriadis, ces dimensions-là, à mon avis, me semblent assez, pour ne pas dire secondaires, mais enfin quand même assez négligées par rapport à un modèle qui me paraît utopique, qui me paraît une utopie, qui est celui qui reste malgré tout de l'authenticité de la démocratie directe comme la forme d'organisation de la création historique, de l'imaginaire historique instituant. Ce n'est que dans ces moments-là que véritablement, dans ces moments de démocratie directe, alors, je crois qu'il a bien vu que 68, il y avait des aspects où il n'y avait plus l'institution, qu'on ne pouvait pas. Mais il est un peu embêté avec cette notion d'État, à mon avis. Et là, dans ce sens-là, je rejoindrais beaucoup plus Lefort, qui, partant de ce qu'il appelait la démocratie sauvage, la seule authentique par rapport, a finalement reconnu la démocratie comme un système très particulier, où un État, et où l'État est un lieu vide, c'est-à-dire, dans ce que veut dire... Indéterminé, c'est-à-dire il est occupé par des forces politiques, mais il n'y a pas la fusion entre une force politique et l'État, ce qui suppose une constitution, ce qui suppose aussi un État de droit. Et donc il y a la compétition des acteurs qui est organisée à l'intérieur de cet État de droit. Ça, vous ne trouvez pas ça chez Castoriadis, à ma connaissance? Chez Castoriadis, on trouve en tout cas très clairement une séparation volontaire entre la société et ses représentants, même s'ils sont directs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fusion du peuple avec lui-même. Il n'y a pas de société qui est transparente à elle-même. Oui, c'est évident qu'il y a toujours un hiatus et un retard et un décalage. Mais sur la transcendance de l'État, là, c'est évident qu'il sera en opposition. Non, parce que l'État, c'est malgré tout quelque chose qui est dans lequel il y a une hétéronomie, dans lequel l'autonomie se délègue d'une certaine façon. Oui, alors ceci étant dit, si on relocalise notre conversation dans l'actualité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un État qui de plus en plus est en train de s'autonomiser et qui est en train de se passer de plus en plus de sa population. Nous sommes, en France, mais en Europe et en Occident de manière générale, des populations qui sont laissées de plus en plus à elles-mêmes. Donc la question que pose Castoriadis, c'est malgré tout est très actuelle. En quoi l'État doit malgré tout être représentatif de sa population, en sachant que la tendance naturelle du pouvoir est de s'autonomiser. Et aujourd'hui, je discute avec des gens de gauche et de droite aussi, et à droite, on a le discours effectivement de la verticalité, de l'État, etc. Mais les gens de droite aujourd'hui aussi sont en train de se lamenter d'un État qui est en train de rompre les liens avec la population qu'il surplombe. Oui, il y a une méfiance aussi qu'il a développée. Je pense qu'il y a une autodestruction du politique qui s'est jouée. C'est-à-dire la dimension précisément de l'autorité de l'État, de la dimension de sa verticalité, la dimension de ce qui fait qu'il ne se confond pas avec la société, c'est terriblement érodé. Il en est résulté au nom d'une proximité, au nom d'un rapport au peuple qui serait proche, si vous voulez.
Or, et ça date pas simplement d'aujourd'hui. Il y a eu même dans le comportement des chefs d'État, surtout sous la Ve, une espèce d'érosion, si vous voulez, de la symbolique étatique, avec, je ne parlerai pas de sacré comme Régis Debray, mais avec une dimension, si vous voulez, de respect de l'institution dans sa dimension de verticalité. On a voulu faire une politique de proximité. D'ailleurs, la deuxième gauche a joué beaucoup là-dessus. Et en même temps, on a donné l'apparence d'un état de proximité, oui, parce qu'en c'est pas que en réalité, c'est ce n'est qu'on pas a du tout le cherché cas. à se rapprocher, on ne savait pas comment faire, si vous voulez. Et ça, on renvoie à quelque chose qui est les nouvelles élites. C'est-à-dire, si vous regardez historiquement, la façon dont les élites ont été formées, leur parcours de vie et leur parcours de formation. Il y a un moment où, si vous voulez, le parcours qui consistait à avoir une solide culture, généralement historique et littéraire, mais aussi de compétences liées à l'ENA, à l'administration, etc., vous aviez cette dimension-là et vous aviez des parcours de vie antérieurs qui faisaient quand dans votre parcours de vie et de formation, vous étiez amené à fréquenter et comprendre d'autres catégories sociales que la vôtre. Vous n'étiez pas dans une seule et même filière du début à la fin. Et vous aviez aussi, n'oublions pas, si on remonte plus loin, l'expérience de la guerre ou du service militaire qui était un élément de décloisonnement social du point de vue des élites, si vous voulez. Mais je ne parlerai pas des stages ouvriers chez les ingénieurs, les choses comme ça. Tout, c'est ça qui a été cassé. Et, si vous voulez, ce lien, j'irais même jusqu'à Pompidou, d'une certaine façon. C'est pas pour qu'on soit d'accord ou pas avec Pompidou, mais il y avait aussi ce lien. Parce qu'il avait un grand-père qui était d'origine paysanne. Il avait enseigné, il avait un espèce de sens populaire. Et il disait d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais que c'était instinctif de comprendre la France. Il y avait une dimension comme ça, si vous voulez, de par les parcours de vie. Ça a commencé très vite à s'en éloigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une nouvelle catégorie d'hommes politiques qui est arrivée. Je le situerai d'ailleurs à partir du moment des années 80, c'est-à-dire à la fin aussi des idéologies, arrivent des nouvelles générations qui vont être formées dans un même parcours, je veux dire dans la même bulle. Ils ne fréquentent leur parcours de vie et de formation ne fréquentent que depuis, je veux dire presque leur enfance, le même milieu et sur un terrain déculturé, déculturé historiquement, littérairement, philosophiquement, d'une certaine façon, qui est lié précisément à cette rupture de la révolution culturelle. Donc ce qui formait les deux colonnes vertébrales des dirigeants, c'est-à-dire la culture au sens fort du terme, avec une culture générale, une culture historique, philosophique, mais aussi de compétences opérationnelles, d'une part, et d'autre part un parcours de vie où vous ne restiez pas enfermé tout au long de votre parcours de vie dans la même catégorie sociale. Ça donnait un type de possibilité de rapport au peuple qui n'avait pas besoin de mettre en place nécessairement des comités de citoyens, des grands débats tout le temps pour essayer de se rapprocher. C'était, j'allais dire, presque pas naturel, mais c'était beaucoup plus incorporé. Aujourd'hui, c'est ça qui est en cause. Est arrivé un type de nouvelle personnalité qui était très valorisée dans les années 80, j'en ai parlé à propos du management, c'est la figure du manager et du communicant, qui arrive dans l'ère du vide des années 80. Comme nouvelle figure héroïque d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on est à la pointe extrême de cette nouvelle figure, manager, et communiquant encore plus, et maintenant visible, et partout visible, avec l'activisme comme figure du dévouement, si vous voulez. Et ça apparaît dès les années 80 sous la gauche au pouvoir, ça commence là. On a par exemple le gagnant tapis. La figure du gagnant tapis qui réussit tout, etc., qui est mise en exergue dès ce moment-là. Et je pense que ça va pénétrer le personnel politique, cette figure-là, à tel point qu'aujourd'hui, on a des espèces de politiques d'ego, où c'est l'image. Il faut donner l'image de soi, toujours en activité, toujours performant, et avec des parcours que j'appelle le perpétuel gagnant. Et d'ailleurs, ces perpétuels gagnants ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas aimés du peuple. Ils comprennent pas, c'est-à-dire il y a un fossé, il est plein de bonne volonté, on peut essayer de se rapprocher, on va le toucher, on touche les gens maintenant, c'est sans arrêt. On essaie d'être, on comprend pas pourquoi on est rejeté.
Mais est-ce que c'est pas dû aussi au fait que la société, ça c'est une évolution de très long terme, depuis en gros la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis l'après-guerre, c'est très largement assagi. Castoriadis parle d'une disparition des conflits sociaux, des grands conflits sociaux. C'est-à-dire que la France a été un pays extrêmement divisé. Marx parlait de guerre civile française, etc. Est-ce que au fond, il n'y a pas aujourd'hui un monde oligarchique qui n'est plus contesté réellement. Et on a des mouvements sociaux donc, qui ont pris leur essor dans les années 70, effectivement, qui font partie de cette révolution culturelle, mais qui jouent de manière beaucoup plus ponctuelle, dans le temps, dans ce qu'ils demandent. Et on a plus récemment des émeutes ou le mouvement des Gilets jaunes. Mais on a peut-être un pays qui n'est plus capable de mener de grands conflits. Donc, il y a une séparation entre la société et l'État qui est en train de s'approfondir. Il n'y a plus Mais enfin, il y a deux choses. C'est la caractéristique des mouvements sociaux aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec l'inscription dans laquelle ils étaient dans une certaine vision historique. Hein, c'est toute la fin du socialisme et de la gauche, d'une certaine façon, puisqu'il y avait, porté par ce mouvement mental, était supposé accoucher un nouveau monde, une nouvelle société. Ça, c'est fini. Les grandes idéologies qui structuraient ça, il n'y a pas véritablement d'alternative. La dernière en date, c'est les Gilets jaunes, si vous voulez, hein, qui est une révolte qui d'ailleurs commence sur le net et tout d'un coup apparaît alors qu'on s'y attend pas, etc., et qui est très différente. Par exemple, les Gilets jaunes n'ont jamais... ils sont passés devant le siège du patronat, ils n'ont jamais attaqué le siège du patronat. C'était pas leur sujet, si vous voulez. On change à autre chose. Parce que le fil historique a été rompu, là. Oui, mais il y a plus... Si, on va rechercher les sans-culottes de 89. C'est les sans-culottes de 89, le modèle. Parce que on passe par-dessus, j'allais dire, le mouvement ouvrier pour essayer de se ancrer malgré tout sur une vision d'ailleurs qu'on pourrait discuter des sans-culottes. Mais ça, c'est le premier point. Donc un mouvement qui lui-même refraine l'état d'une société extrêmement émiettée, avec des dimensions corporatistes, identitaires, enfin bon. Mais je pense que par rapport à la question que vous posez, moi je poserais la question un peu différemment. Est-ce qu'on a eu une vision de l'histoire où le mouvement social était ce qui était déterminant ? J'en suis plus persuadé, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il est important, mais on a investi dans... Le marxisme a pesé très lourd à l'origine, puisque c'était un sujet historique, une classe qui avait une vocation à faire l'histoire. Bon. Bien, cette classe, alors je ne dis pas du tout que c'est la fin de la classe ouvrière comme catégorie sociale et qu'il y ait des inégalités, c'est pas. Mais la place que tenait cette classe ouvrière, après tout, le marxisme a conféré à une classe une mission historique. Elle allait abattre toutes les classes et à la fin, on arrivait aux communistes, à une société sans classe. Je me demande si dans la question du mouvement social, à chaque fois on dit le mouvement social, et je me demande même si Castoriadis ne reste pas prisonnier malgré tout sous une nouvelle forme de l'importance centrale donnée au mouvement social comme élément de création. Si vous voulez, c'est ça qui fait l'histoire. Et je poserai la question, j'en suis beaucoup moins persuadé que dans ma jeunesse, si vous voulez, révolutionnaire. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Ce ne seraient pas les hommes qui feront l'histoire. Parce que je pense que c'est un schéma qui mérite d'être interrogé comme tel. C'est-à-dire qu'il y a aussi des grands hommes qui font l'histoire. Par exemple, je ne dis pas qu'il n'y a que... mais il y a aussi des hommes dans des situations, des événements historiques qui sortent de l'ordinaire et qui font l'histoire. Ce n'est pas simplement le mouvement du peuple en marche, etc. Qu'il soit sous le modèle ancien du mouvement ouvrier, sous le modèle Bourdieu versus, ou sur le modèle encore aujourd'hui. Moi, si vous voulez, je ne raisonne plus comme ça. J'aurais plutôt tendance à dire l'importance de ce mouvement qu'il faut écouter, etc. C'est aux politiques de traduire ça, c'est à l'État de... Mais il reste dans son champ. Il n'a pas vocation à créer un nouveau monde. Voilà. Et je pense que c'est ça qui me sépare, notamment de Castoriadis, par exemple. Parce que je pense qu'il reste dans ce schéma-là, malgré tout. C'est-à-dire que ce mouvement va apporter une création historique. Oui, mais là, il vous répondrait, je ne vais pas faire tourner les tables, mais il vous répondrait assez facilement que les grands hommes sont issus du peuple, ils sont reconnus et portés par ce peuple-là. La preuve, si on revient aujourd'hui, le peuple est en attente de grands hommes. Il y a plein de grands hommes qui se prétendent être de futurs grands hommes. Évidemment, ce sont des pantins. Il n'y a aucune reconnaissance. Il n'y a pas de création de grands hommes. Donc, ce sont des grands hommes ou des grandes personnalités.
qui émanent d'un peuple, d'une matrice populaire qui les façonne, qui les forme, qui les reconnaît et qui les accompagne. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, c'est pas le cas du tout. Mais je pense que c'est lié aussi à ce dont on a discuté depuis un moment. C'est-à-dire le terreau sociétal et culturel n'est pas le même d'où pourra émerger. Vous prenez, alors vous parlez issus du peuple, oui, enfin pas tous, issus aussi chez les révolutionnaires français, c'était quand même, il y avait pas mal d'avocats et pas mal de journalistes chez les révolutionnaires français. C'était pas tout à fait le peuple, si vous voulez. Vous prenez des personnages comme De Gaulle et d'autres, mais simplement il y a aussi un facteur. Je dis pas que c'est le seul facteur. Dans des situations inédites d'événements surgissent des ressources. Alors ça peut être des élites, ce que j'appelle des élites issues du peuple, parce que dans la dimension, si vous voulez, de la démocratie, il faut qu'elles soient suivies, les élites. Oui, mais des élites issues du peuple qui sont suivies par le peuple, mais qui ne sont pas forcément des magots. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que je pense que, comment dire, la notion d'élite, par exemple, pour moi, est un élément absolu. Je ne connais aucune société qui vit sans élite, si vous voulez. Je ne connais pas ça. Aujourd'hui, on dit élite égale élitiste, égale inégalité, etc. Mais et dans les même dans les mouvements sociaux, il y a des leaders, si vous voulez. Même dans les groupes de petite taille. Mais dans les grands événements historiques, c'est le problème de Juin 40. Juin 40, il y a un personnage qui ressort, qui n'est pas du tout connu à un moment, et vous avez des événements historiques où surgit de l'inédit. Mais ce n'est pas simplement par le mouvement du peuple lui-même. Je pense que les ressorts sont autres, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre à un moment entre un événement et un type d'individu qui a une culture, qui a une certaine représentation de la France, etc. Et c'est cette rencontre-là qui va déboucher, qui va relancer l'histoire dans une direction. Voyez ? Alors, c'est pas pour sous-estimer les mouvements du peuple et les mouvements sociaux, mais moi, j'ai arrêté de raisonner en faisant en sorte que l'histoire, c'est avant tout ça. Peut-être que c'est quelque chose qui est propre à la gauche, c'est possible, mais je crois que c'est important, il faut en tenir compte, c'est à l'État, aux politiques de les écouter, de voir ce qu'ils en font, mais en ne se confondant pas avec eux et en se prétendant pas les représentants purement et simplement de ce mouvement social. Ils sont les représentants du peuple en tant que peuple citoyen, sous le suffrage universel qui a une dimension d'individu, et pas simplement de collectif. Enfin, voilà ma conception. Vous venez d'entendre la dernière partie de l'entretien avec Jean-Pierre Le Goff, la révolution culturelle de 1960 à 1990. C'est la fin de la 2e saison d'Hérétique. Rendez-vous donc en septembre pour de nouveaux épisodes. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors des émissions ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.